Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. 45 minutes en tête-à-tête chaque semaine avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Gontard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes Merci. sénateur de l'Isère depuis 2017, président du groupe écologiste Solidarité et Territoire au Sénat. Pour autant, vous n'êtes pas membre d'Europe Écologie Les Verts, comme on peut parfois le penser. Pourquoi d'ailleurs pas adhérer au parti dont vous portez le groupe au Sénat? Écologiste, évidemment, très proche. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que quand j'ai été élu en 2017, c'était sur une liste de large rassemblement de la gauche et des écologistes. Et donc, c'était un engagement que j'avais pris d'être justement, je dirais, au cœur justement de ce rassemblement. Et du coup, j'ai gardé cette position. Vous êtes sympathisant Europe Écologie Les Verts, on peut vous qualifier de... Oui, sympathisant, voilà. Écologiste, je pense que ça veut bien dire. Et puis, je suis pour justement que ce mouvement des écologistes s'agrandisse, s'élargisse. Et on est en train de travailler pour, d'ailleurs. Bon, vous êtes architecte de formation, un élu rural à la base, un maire d'un tout petit village du Trièves pendant quelques années. Petit village, mais important. Le Percy. Mais voilà, le Percy dans le Trièves. Donc un village de un petit peu moins de 200 habitants, mais à la fois très dynamique. Et puis c'est vrai que pendant une dizaine d'années maire de cette commune, moi je me suis fait vraiment plaisir et j'ai essayé de montrer avec l'ensemble de l'équipe municipale, puis c'est en train encore de se poursuivre, que même dans une petite commune de 200 habitants, on pouvait faire de très belles choses, on pouvait avancer sur la question à la fois justement de la transition écologique, sur la question alimentaire, sur l'autonomie énergétique, et que voilà, cet échelon communal, il était évidemment important. Bon, la vie d'un sénateur, ça se passe beaucoup à Paris. Votre permanence est à Grenoble. Vous avez gardé un lien quand même avec ce territoire du Trièves? Ah bah évidemment, j'y habite, donc heureusement. Alors c'est sûr que on passe un peu plus de temps à Paris. Et puis moi, dans mon action en tant que sénateur, il y a Paris, mais il y a aussi l'ensemble du territoire isérois et l'ensemble du département. Et moi, je m'attache vraiment à être présent, évidemment, dans ma région de cœur, le Trièves, mais bien au-delà, que ce soit au Nord-Isère, Pays Voironnais, etc. En tout cas, moi, je vais partout où on me sollicite, parce qu'on a un département qui est à la fois vaste, riche, mais qui est très différent, en fait, en fonction des territoires. Et ça, c'est important que, justement, on se nourrisse de ça pour pouvoir le restituer au Sénat. Et c'est ça, être parlementaire. Alors, vous êtes né le 11 mars 1971, Guillaume Gontard. Je me suis livré un petit calcul. Il vous reste un peu plus de 12 ans avant la retraite. Vous avez hâte d'y être? Alors, je dirais pas hâte d'y être, parce que c'est vrai que je fais... qui n'est pas un métier, parce que je suis architecte de métier, mais j'ai une fonction sénateur qui est passionnante. Donc effectivement, je dirais que je ne regarde pas le bout. Alors je sais par contre que je ne ferai pas 12 mandats, ce n'est pas dans ma conception des choses, mais par contre l'intérêt de la retraite, de ce moment, et la retraite qui n'est pas, comme on voudrait nous le faire croire, quelque chose où derrière il n'y a plus rien, la mort ou le néant. Non, je pense que la retraite, c'est un moment qui est souhaité, qui permet la liberté de choix, un moment dans sa vie, de pouvoir s'investir, parce qu'encore la question du travail, qu'est-ce qu'est le travail? Est-ce qu'un retraité qui s'occupe d'une association, qui passe 30 heures, 40 heures par semaine à la tête de cette association, qui est militant, est-ce qu'il travaille? En tout cas, il apporte beaucoup pour la société. Est-ce que s'occuper de ses enfants? En tout cas, cette liberté de vivre, oui, elle est importante dans notre vie, et je dirais encore plus dans notre période, et on le voit, la question du travail, de cette approche par rapport au travail. Oui, le travail est important, oui, il est épanouissant, mais pas que. Il est important dans un cadre bien plus large, dans notre vie complète de tous les jours, dans notre rapport aux autres, dans nos rapports sociaux. Et donc, oui, la retraite est important. C'est un acquis important. C'était la retraite à 60 ans. On a repoussé comme ça, hein, et là, on nous propose 64 ans. Je pense que c'est une aberration totale. 64 ans... Moi, je me dis, je fais de la politique pour changer les choses, pour améliorer les choses, pour changer la vie. Ce gouvernement, ce qu'il nous propose, ce qu'il propose aux Françaises et aux Français, c'est quand même de revenir sur des acquis sociaux qui ont été gagnés, je dirais, siècle après siècle. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis surtout, à travers cette réforme, à qui on s'attaque? Moi, je me souviens, on a parlé du Covid, de cette crise sanitaire sans précédent. On applaudissait les infirmiers, les infirmières sur le balcon.
ont salué en fait tous ceux qui ont fait vivre, qui ont fait fonctionner notre pays, les caissiers, les caissières, toutes les personnes, ceux qui nous apportaient notre alimentation, leur dire voilà, heureusement que vous êtes là, heureusement que vous faites vivre notre pays. Et on voyait d'ailleurs sur quoi reposait notre pays. Et bien cette réforme, elle pointe du doigt ces gens-là, parce que c'est ces gens-là justement à qui on va dire il faut travailler plus. C'est quand même totalement honteux, totalement aberrant de pouvoir dire ça. Ces gens-là, ils travaillent, tout le monde travaille et aspire justement à un moment de repos, à un moment de liberté dans sa vie. Donc moi, je me battrai et on se bat tous les jours contre cette réforme. 80% de la population est opposée à cette réforme. Je dirais qu'encore plus sur les 64 ans. On a vu, j'étais à Paris pour les manifestations, l'ampleur de ces manifestations. Moi, je n'avais encore jamais vu ça. Et puis, famille, je dirais, c'était vraiment très large. Et donc, il y a cette ferveur qui fait du bien d'ailleurs, d'avoir cette force-là. Et moi, je ne fais pas doute, on va gagner. Je le dis au gouvernement, je le dis très clairement, arrêtez tout de suite, arrêtez ce gâchis. On retire cette réforme et oui, on peut peut-être discuter de l'avenir de notre retraite, de l'avenir du travail, du sens qu'on peut donner au travail. Mais prenons le temps et faisons-le correctement. Alors, ce ne sont pas les images de la manifestation parisienne que l'on voit, mais celle de Grenoble, mardi dernier, avec à peu près 20 000 manifestants recensés par la police. C'était 18 000 lors de la première manifestation. Donc là aussi, les chiffres sont en hausse. C'est en hausse très forte. Ouais. Vous dites, on va gagner. Si j'écoute Elisabeth Borne, avant même cette deuxième manifestation, elle rappelait que l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Donc on a l'impression que le gouvernement, il peut y avoir du monde dans la rue. Ils ne changeront pas, en tout cas, la ligne directrice. Sauf que les Français, 90% des Français lui disent... c'est l'inverse, c'est bien le retrait qui n'est pas négociable. Et je pense qu'il faut qu'elle l'entende. Je dirais maintenant, aujourd'hui, à part peut-être Éric Ciotti et quelques républicains, qui soutient cette réforme ? Plus personne. Donc je pense qu'il faut s'en rendre à l'évidence. Je pense qu'ils font fausse route. Parfois, en politique, il faut savoir faire marche arrière. Moi, j'en appelle vraiment et à responsabilité. Parce qu'il y a à la fois cette réforme qui est injuste et injustifiée, mais aussi le choix de la faire maintenant. Dans une période où on a quand même des gens avec la crise énergétique qui sont en train de réfléchir, de faire des choix entre se chauffer, se loger, se nourrir. C'est là, en ce moment, maintenant, aujourd'hui, que quand seul avenir, comme seule perspective qu'on leur donne, c'est travailler plus, c'est en gros quelque part de votre faute. Je pense qu'on ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on revienne à la raison. Et moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité de ce gouvernement pour qu'on passe à autre chose. Je pense qu'on a vraiment des chantiers énormes, notamment sur la question de la crise climatique, de l'enjeu climatique, oui, qui touche tout le monde, qui touche l'ensemble de la population. Oui, là, on a du boulot. Et là, on sait que le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Il y a 2 autres journées de manifestation qui sont déjà prévues, le 7 et 11 février. Qu'est-ce que ça va changer que les gens redescendent dans la rue ? On a vu qu'il y avait du monde. Le gouvernement, visiblement, en a pris note, mais continue sa réforme. Tout simplement qu'on ne lâchera pas. C'est quoi la perspective ? Tout simplement qu'on ne lâchera pas. Je veux dire, à un moment donné, encore une fois, je le répète, il faut se rendre à la raison. Moi, je suis persuadé, je peux en faire le pari, oui, il y aura encore plus de monde dans les rues. Et qu'est-ce qu'on attend ? Que la colère se caractérise vraiment ? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de comprendre, de se dire que les Françaises et les Français, tout simplement, ne veulent pas de cette réforme. C'est tout. Le dernier mouvement de rue à avoir fait reculer le gouvernement, c'était les Gilets jaunes, mais pas parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'il y avait des débordements violents et que ça avait interpellé les pouvoirs publics. Vous pensez qu'il faut le rendre arrivé là ? Non, mais évidemment pas. Et d'ailleurs, on le voit. Jamais on a eu autant de monde dans les rues. Il n'y a pas eu d'incident. Très, très, très léger, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'incident. Les choses se passent bien. Donc, je veux dire, justement, au contraire, les Françaises et les Français le disent calmement, en manifestant. Arrêter. Et je pense que ça va suffire. C'est la responsabilité du gouvernement à un moment donné de dire oui, on a compris, il faut qu'on retire ce projet, peut-être qu'on se remette autour de la table pour retravailler, mais en tout cas pas dans ces orientations-là, pas dans ces conditions-là. Donc je pense qu'il faut que ça soit un retrait ferme et clair. Moi j'attends ça parce que de toute façon ça ne s'arrêtera pas comme ça. Et puis il y a la rue.
le combat, mais il y a aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat, hein, et je dirais la rue et le Sénat, même combat. Et nous, on va porter aussi nos collègues à l'Assemblée nationale, fonder à la fois des propositions, mais s'opposent, parce qu'on doit s'opposer à ce texte-là, et on le fera de la même manière au Sénat, parce que derrière ça, il y a aussi le choix du gouvernement, c'est de court-circuiter le Parlement. 49.3, 47.1, on essaye toutes les possibilités pour faire en sorte que justement on n'ait pas le débat et qu'on ne puisse pas discuter de cette réforme en profondeur. Et juste le fait que Elisabeth Borne dise 64 ans, c'est pas négociable, je pense l'avoir vu 3 ou 4 fois depuis le début. C'est à chaque fois ce qu'elle nous dit. Est-ce que c'est une manière de négocier, de discuter? Non, on ne peut pas partir avec un principe comme ça. Voilà. C'est pas la première réforme des retraites qui met du monde dans la rue et des millions de personnes. En 2003, celle menée par Jean-Pierre Raffarin avait eu des... À noter qu'à chaque fois sur ces réformes, on nous avait dit que ça sera la dernière parce que ça va régler tous les problèmes. Oui, mais donc on voit bien que c'était à chaque fois dans le même sens et qu'à chaque fois ça n'a pas réglé. Donc est-ce que la prochaine fois ça sera 67, 70 ? Vers où on va? Non, à un moment donné, je pense qu'il faut être raisonnable et se dire qu'il faut qu'on défende notre système de retraite tel qu'il est. Et il y a des solutions sur notamment comment on finance clairement ce système de retraite, de se dire que oui, on a peut-être moins de personnes qui travaillent, moins d'actifs que dans les années 50, mais on est 3 fois plus productifs. Donc ça aussi, il faut se poser les questions et savoir justement où on va chercher ce financement. Je pense qu'il va falloir se tourner aussi vers le capital, vers les dividendes. Je pense que là, on a quelques actions, quelques moyens en tout cas de pouvoir réfléchir et d'avoir un autre modèle pour financer ce régime des retraites. La réforme Raffarin, c'était pour monter de 37 à 42 ans le nombre d'années de cotisation. Il y a eu celle de Fillon en 2010 qui avait aussi mis beaucoup de monde dans la rue, mais qui est passée pour passer l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Si on n'avait pas fait ces deux réformes, aujourd'hui on en serait à 37 années de cotisation et un départ à la retraite à 60 ans. Est-ce que ce serait crédible économiquement parlant? Mais c'est tout simplement un choix de société. C'est crédible si on veut s'en donner les moyens. On peut le faire. Vous savez, quand même, le président de la République adore utiliser le CNR. Hein. Il a fait le Conseil national de je sais plus, la refondation. Le CNR, Conseil national de la Révolution, après-guerre, quand le pays, je dirais, était au plus bas. On a pu mettre en place la sécurité sociale. On a fait de grandes lois sociales. Je dirais, qui aurait pu le croire? Qui aurait pu le prédire? Ça a été possible. Ça a été possible. Pourquoi? Parce qu'on a eu des femmes et des hommes politiques, d'ailleurs qui étaient de bords différents, qui ont su justement se prendre la main et se dire qu'est-ce qu'on fait pour le bien commun, pour que les gens puissent vivre mieux, pour qu'ils puissent vivre plus correctement. Voilà. Donc oui, c'est possible. Ça dépend tout de la volonté qu'on peut avoir et de la volonté politique et de là où on souhaite, les orientations qu'on souhaite amener. Qu'on ne me dise pas que notre pays est moins riche, plus en difficulté qu'après-guerre. Ce n'est pas la réalité. Alors vous évoquiez le débat parlementaire qui va commencer sur les prochains jours. La France Insoumise, notamment, a déjà prévu 20 000, je crois, amendements à déposer. On se demande à quoi ça sert. C'est quoi le sens de déposer autant d'amendements, si ce n'est de vouloir bloquer, mais sans qu'il y ait vraiment de fond dans la discussion? Je pense qu'à un moment donné, pour ce cas-là, il faut assumer le fait que oui, nous allons... je dirais, faire une guerre de tranchées à l'Assemblée nationale et au Sénat. À la virgule près. C'est-à-dire qu'on a des moyens qui nous sont donnés. Le gouvernement veut encadrer avec le fameux 47.1 sur le délai du débat, agite le 49.3. Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? Et puis nous, on écoute les Françaises et les Français qui sont de plus en plus nombreux dans la rue, qui à 80% rejettent ce projet de loi. On utilise nos moyens pour dire au gouvernement à un moment donné, encore une fois, soyez raisonnables. Alors, vous le disiez, il y aura 50 jours maximum de débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a 20 000 amendements qui sont déposés. On sait déjà que ces 50 jours ne serviront pas à grand-chose et qu'il restera certainement que l'outil du 49.3 au gouvernement pour faire passer cette réforme. Ça va être ça le scénario le plus probable? Alors, il y a d'autres possibilités parce qu'avec, effectivement, si on va au-delà des 50 jours, du coup, le texte de l'Assemblée nationale ne pourra ne pas être voté, celui du Sénat non plus, mais du coup, il pourrait y avoir quand même une commission mixte paritaire qui se réunit avec ces deux textes, je dirais, qui ne seront pas allés au bout. Mais on voit bien que de toute façon, on est dans un schéma qui n'est satisfaisant pour personne, et en tout cas qui n'est certainement pas satisfaisant pour notre pays, pour les Françaises et pour les Français. Voilà.
Vous parlez des 80% de Français qui sont opposés, selon vous, à cette réforme. Il y a une idée qui émerge en ce moment, c'est de demander justement leur avis à ces Français à travers un référendum. C'est une bonne idée ? En tout cas, c'est une solution. À un moment donné, je dirais, le gouvernement nous dit qu'il a concerté, qu'il a fait tout ce qu'il fallait et que c'est la seule solution, l'unique solution. C'est pas tout à fait ce qu'on peut entendre. Il y a d'autres propositions. Et puis surtout, on voit un rejet très profond. Alors, je ne sais pas si c'est 70, si c'est 80%, peu importe. En tout cas, quels que soient les sondages, les enquêtes qui sont faites, c'est très large. Et en plus, ça augmente dans le temps. Donc, on voit bien qu'il n'y a même pas d'adhésion par rapport à ce projet-là. Donc, oui, ça peut être quelque chose de raisonnable de se dire à un moment donné, mettons-le via le référendum. Mais d'un autre côté, franchement, et là, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui le dit, il n'y a pas d'urgence sur cette question-là. Il n'y a pas d'urgence. Oui, il y a un déficit qui va se faire, qui d'ailleurs va se réguler dans le temps. Moi, je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais en tout cas, on peut prendre le temps d'avoir une vraie réforme qui, à la fois, prenne en compte la pénibilité, qui revoit justement le financement, la rehausse des petites retraites, qui revoit en fait notre position vis-à-vis du travail. Oui, il y a cette vraie question, parce que je pense qu'Elisabeth Borne n'a pas vu que notre pays avait changé, et changé considérablement. Donc oui, il faut prendre ce temps-là. Mais aujourd'hui, là, maintenant, avec les périodes que l'on va venir, crise sanitaire, crise énergétique, crise climatique, est-ce que c'est la priorité des priorités ? Je ne pense pas. Je pense qu'on attend des actions très fortes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. On est quand même dans un département qui est 2 fois plus touché par ce réchauffement climatique. Encore une étude récente, 80% des glaciers dans le monde pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Et ce n'est pas moi qui le dis encore, c'est des scientifiques, ce sont des études très sérieuses, l'impact que ça a sur nos territoires. Et dans ces 80%, on peut dire que c'est quasi 100% sur les Alpes françaises. Nos ressources en eau, l'adaptation de l'agriculture, la question énergétique qu'on doit se poser, la question de la relocalisation de nos industries. On a un travail, un chantier immense qui est devant nous. Et le gouvernement reste les bras ballants par rapport à ça. Moi, je ne peux pas le comprendre. Et oui, la réforme de retraite, je ne vois pas, est-ce que c'est un dérivatif ? Je ne sais pas. Mais moi, j'attends à ce que Emmanuel Macron et le gouvernement s'occupent, en fait, des vrais problèmes des Françaises et des Français. Pour revenir sur le référendum, il y a une motion référendaire qui a été déposée en ce sens par un des groupes de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, qui a été tiré au sort parmi plusieurs groupes qui voulaient déposer cette motion, dont la France insoumise. Il faut être solidaire et voter cette motion, selon vous, quand on est parlementaire ? Non, moi je mélangerais, en tout cas, jamais je mélangerais mes voix avec celle de l'extrême droite. Même pour faire barrage à la réforme des retraites ? Non, parce que, je veux dire, à un moment donné, il faut être logique et cohérent avec ce qu'on défend. Et ce que défend le projet global que défend l'extrême droite, c'est évidemment pas le mien. Et d'ailleurs, j'attends qu'il soit un peu plus clarifié sur cette question des retraites, parce qu'on a eu un peu tous les niveaux entre les 64 ans à un moment qui pouvaient être possibles. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les 60 ans ? Donc non, moi je pense qu'il faut être très clair. On n'a rien à voir et rien à faire avec l'extrême droite. On a un autre projet politique et c'est cet autre projet politique au sein de la NUP qu'il faut qu'on assume. Oui, mais si on fait un peu de mathématiques, sans le RN, vous ne pouvez pas, à l'Assemblée nationale, contrer un projet du Mais vous verrez que sans le RN, on fera reculer le gouvernement et que ce projet de réforme des retraites sera reculé. Ce ne sera pas à l'Assemblée alors ? Ce sera peut-être pas à l'Assemblée. Moi, j'en appelle encore une fois à la responsabilité du gouvernement et je vous le dis et j'en fais le pari aujourd'hui que ce projet de réforme de retraite sera retiré. Bon, on en parle beaucoup en tout cas de cette réforme des retraites dans les médias. Cette semaine, votre collègue isérois, je ne sais pas si c'est le bon terme, Olivier Véran, était l'invité de l'émission de Cyril Hanouna. C'était mardi soir, interrogé de façon parfois un peu virulente par des Français sur la réforme des retraites. Alors c'est une émission qui a fait polémique ces derniers temps sur la présence ou pas d'élus de la République. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission ? Je ne sais pas si vous l'avez regardée. Non, je n'ai pas regardé cette émission. Non, moi, je trouve ça vraiment décevant. Je pense que d'aborder cette question de la politique à travers ce type d'émission, avec toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, si Olivier Véran veut discuter avec les Françaises et les Français, qu'ils viennent aux manifestations, par exemple. Qu'ils viennent aux manifestations, là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Françaises et de Français. On peut faire la liste. Moi, j'avais noté toutes les revendications, toutes les problématiques que peut poser justement cette réforme des retraites. Notamment, je voyais sur les femmes, parce que ça sera les premières concernées par cette réforme des retraites. On le sait bien, à la fois sur des carrières entre
entrecoupé sur ceux qui ont commencé le plus jeune à travailler, à qui on va dire, non, c'est 1 an, c'est 2 ans de plus, c'est encore plus de précarité. Et pour l'instant, c'est ce que nous offre ce gouvernement. Donc je pense qu'Olivier Véran aurait peut-être d'autres choses à faire, et la preuve, on voit bien qu'il a un peu du mal, un peu de peine à convaincre. Cyril Hanouna, avec ce format d'émission, il donne la parole à des gens qui l'ont pas facilement, qui vont se retrouver finalement à interviewer un membre du gouvernement, un ministre. Est-ce qu'il ne réinvente pas un petit peu une forme de démocratie citoyenne médiatique À condition qu'on le fasse de manière sérieuse, je veux dire qu'on soit indépendant. La question de l'émission de Cyril Hanouna, sa dépendance notamment à certains, je dirais, lobbies médiatiques, peut poser question. Donc oui, il y a une vraie question dans notre pays sur l'indépendance des médias. D'ailleurs, il y a eu une commission d'enquête au Sénat à ce sujet-là. Et oui, c'est un vrai problème. Alors, je vous cite Guillaume Gontard, il est urgent d'associer les citoyens à l'action publique et d'expérimenter ensemble des nouvelles formes démocratiques. Je crois que c'était une de vos phrases que vous avez mis en pratique, alors pas avec ce format d'émission médiatique, mais avec un conseil citoyen, c'est ça que vous expérimentez Moi, moi, j'ai toujours fonctionné en tant que sénateur. C'est vrai que le sénateur qui n'est pas élu directement, élu par des grands électeurs, des élus du coup, mais moi je me suis toujours attaché à essayer d'expliquer, de montrer ce qu'était la fonction de sénateur, la fonction d'élu. Je le faisais de la même manière quand j'ai été maire, et de me rapprocher le plus possible, et pour montrer que oui, c'est possible, n'importe qui peut accéder, peut être élu, en tout cas que c'est n'interdit à personne, et qu'on peut encore mieux exercer le pouvoir politique en le partageant. Et donc moi j'ai essayé toujours de travailler de cette manière-là. On a monté un comité sénatorial qui rassemble des élus de l'ensemble du département, et c'est comme ça que je travaille de manière collective. Et avec ce comité sénatorial, on avait décidé, on a réfléchi de se dire, si on proposait à une 50aine de citoyennes et de citoyens de travailler avec nous, d'avoir des axes de travail. Et c'est ce qu'on a fait. Alors on n'avait pas les moyens, je dirais, ni matériels, ni financiers pour faire un tirage au sort, parce que ça se prépare, c'est quelque chose d'un peu compliqué à faire. Mais on a proposé à des citoyennes et des citoyens. Le but, c'était que ça soit réparti sur l'ensemble du département, qu'on n'ait pas que des militants. Voilà, on a essayé d'avoir un panel assez représentatif. Et on a proposé à cette 50aine de citoyens et de citoyennes de travailler sur différents sujets, notamment sur la question de la démocratie, sur la question de l'habitat de demain, sur la question du revenu universel et des monnaies locales, en leur disant, voilà, vous avez 10 mois, vous serez accompagnés. Il y a à la fois mes collaboratrices, mes collaborateurs. On s'était rapproché d'une association qui travaille sur cette question-là pour qu'ils soient accompagnés, pour leur donner les moyens d'avoir des experts qui viennent. Et puis, on vous demande juste de choisir qu'est-ce que vous voulez rendre. Donc certains ont rendu un document avec des propositions, et puis d'autres se sont lancés dans une proposition de loi pour donner un nouveau souffle démocratique avec 25 articles. Donc c'est un gros travail qui a été réalisé. Moi, je m'étais engagé avec des éléments dans ce projet de loi sur lequel j'ai encore des doutes, sur lequel je ne suis pas complètement en accord, mais c'était un engagement de dire, voilà, c'est un travail collectif. À partir du moment où on le partage collectivement, je m'engage à le déposer. Et donc c'est ce qu'on a fait. Ce texte de loi a été déposé au Sénat. Alors, pour qu'il soit réellement débattu dans les niches parlementaires qu'on peut avoir, c'est compliqué parce qu'il faut du temps. Donc je ne sais pas s'il sera déposé tel que, mais par contre, ça sera un outil qui servira via des amendements sur différents textes sur la question de la démocratie, puisqu'il y a des propositions comme le droit de vote à 16 ans, les référendums d'initiative populaire, sur le lien entre collectivités et citoyens, et avoir des conseils citoyens auprès des collectivités, des communes qui soient plus faciles et avec un encadrement, de donner aussi la possibilité aux citoyens, parce que ce que j'ai proposé, ce qui est ressorti, c'était aussi une expérience. Beaucoup de citoyens m'ont dit, c'est très bien, j'ai passé du temps, mais il faut avoir ce temps. Ça veut dire que si je passe ce temps-là, je ne travaille pas, ou alors il faut que je fasse garder mes enfants, donc ça a un coût. Et donc je pense que si on veut avoir cette participation citoyenne, il faut aussi qu'on se pose la question du coût
et en tout cas de l'encadrement, de la possibilité qu'on peut donner aux citoyens de s'investir dans la vie politique. Oui, puis il y a l'élaboration du panel. Vous le disiez, c'était compliqué de faire un tirage au sort. Vous avez choisi, c'est trouver des citoyens représentatifs, mais est-ce que ça veut dire que dans la cinquantaine, il y en a qui ont voté pour Marine Le Pen, par exemple, ou vous avez ciblé quand même Pour être très clair, moi je dis pas qu'ils sont représentatifs, parce qu'effectivement on n'a pas fait de tirage au sort, donc moi j'en suis tout à fait conscient. On a essayé justement qu'il y ait cette répartition géographique sur les comment dire, les orientations politiques. Je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'un sénateur écologiste qui fait cette proposition-là, il y a peu de chances, effectivement, que j'ai eu des électeurs du Rassemblement national. Mais je dirais que j'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on leur a demandé. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que la question du tirage au sort, moi, je la trouve particulièrement importante. On n'a pas eu les moyens de le faire. Et puis, nous, dans notre initiative, ce qu'on a voulu, c'est l'expérience. C'est de se dire, on ne pense pas que tout va fonctionner. Et donc, on a un vrai bilan, justement, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les difficultés et sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ce que je disais, par exemple, sur l'accompagnement financier, si on veut que certains aient du temps pour travailler sur certaines questions. Voilà, c'est des choses qui sont ressorties. On a vu, par exemple, que sur la cinquantaine à qui on avait proposé, au bout du compte, on en a allé entre 25 et 30 qui sont allés au bout du processus. On en a à peu près la moitié, mais pour plein de raisons. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas pour eux. À un moment donné, leur vie a changé, ils n'avaient plus de temps, ils ont arrêté. Pour plein de raisons. Et donc ça aussi, ça fait partie de notre analyse et de voir un petit peu comment on pourrait améliorer les choses. Tirer au sort les élus de la République, est-ce que ça pourrait être une idée pour changer un peu le système démocratique, se dire que les députés ne sont plus élus, ils sont tirés au hasard dans la population, et que finalement ce serait représentatif de ce que peuvent penser les Français? Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir que ça, parce que je pense que l'acte de voter, le choix, parce que derrière ce choix-là, il y a le choix d'une femme ou d'un homme, mais il y a surtout le choix d'un projet politique. Et le fait d'avoir un projet politique, une orientation politique, c'est particulièrement utile. Et on le voit bien d'ailleurs, la problématique qu'il peut y avoir dans les intercommunalités, par exemple, où il manque ce choix politique, il manque souvent ce projet politique, parce qu'on a des élections qui sont à 2-3 degrés. Et donc on voit qu'on a besoin de cette orientation politique. Par contre, qui est une dose effectivement de tirage au sort, moi je rêve, je trouve que le bicamérisme, le fait d'avoir deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, est une très bonne chose. Sur la construction de la loi, sur le temps justement pour construire la loi, est vraiment quelque chose d'important. Mais je pense qu'on pourrait réformer, notamment le Sénat. Moi, je rêve d'une deuxième assemblée, peut-être sur du temps long, parce qu'on a besoin de ce temps long, et on le voit encore plus avec les problématiques qu'on a à régler, de ne pas être contraint comme ça d'après d'une élection. Du temps long, mais peut-être un seul mandat. Mais qui pourrait être une assemblée partagée avec, oui, de la représentation d'élus, oui, de la représentation associative, et puis une partie de tirage au sort, qui pourrait être une assemblée comme ça mixte, qui fasse comme ça, qui contrebalance par rapport à l'action plus politique directe, on va dire, que pourrait avoir l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est des réformes, des discussions, et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont ouverts actuellement au Sénat, auxquels je fais partie. Je ne suis pas sûr que mes propositions soient totalement partagées, notamment par le président du Sénat, mais en tout cas, ça fait partie, ça permet de pouvoir en discuter. Bon, des sénateurs tirés au sort, ce serait une petite révolution en France, affaire à suivre. Il n'a pas été tiré au sort, il a été élu, comme d'autres parlementaires en juin dernier, mais c'est le premier à porter les couleurs du Rassemblement national en Isère jusqu'à l'Assemblée. Il s'agit d'Alexis Joly, qui était notre invité la semaine dernière. Si je parle de lui, c'est qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est de demander à l'invité précédent de poser une question à l'invité du jour. Donc je lui ai demandé de vous poser une question, Guillaume Gontard. On l'écoute. Monsieur Gontard, bonjour. Vous avez soutenu avec votre groupe politique récemment les mises en place des ZFE dans les grandes villes, ce qui va provoquer une certaine exclusion des populations pauvres, notamment de la ruralité, et qui va poser des problématiques pour ces personnes-là qui ont besoin d'aller se déplacer en ville pour se soigner ou pour aller travailler. Comment est-ce que vous justifiez cette position vis-à-vis des classes populaires qui ont besoin de leur voiture et qui n'ont pas les moyens de remplacer leur voiture ? Voilà, question d'Alexis Joly, un député du Rassemblement national en Isère.
On peut peut-être juste rappeler la ZFE. Bon, je pense que tout le monde commence à connaître ce terme, mais c'est une loi qui va interdire définitivement l'accès aux agglomérations aux véhicules les plus polluants. À Grenoble, elle doit être mise en place dès le 1er juillet 2023 pour les critères 5. Ça représente à peu près 5000 véhicules qui ne pourront plus circuler. Et puis, ça va évoluer d'année en année pour élargir le spectre de véhicules. Et c'est vrai que c'est une disposition que les citoyens n'ont peut-être pas encore bien appréhendée, mais qui va être très contraignante. Sur la question des zones à faible émission, alors peut-être la différence avec le Rassemblement national, c'est qu'effectivement, on peut se retrancher et dire qu'il ne faut rien changer, qu'il ne faut rien faire. Moi, ce n'est pas ma conception de faire de la politique. Au contraire, c'est justement d'agir, de trouver des solutions. Et que zone à faible émission, c'est quoi? C'est qu'on sait bien que dans les agglomérations, encore plus dans l'agglomération grenobloise, la question de la pollution qui a un impact considérable sur la santé, sur la vie des gens. En France, c'est entre 40 et 100 000 décès par an liés à cette pollution. 40 à 100 000 décès par an, c'est la pire période du Covid. Vous imaginez les politiques qui ont été mises en place pendant le Covid, ce qu'on a été capable de faire, les actions qu'on a été capable de mettre pour lutter contre le Covid, et à juste titre. On est dans la même problématique sanitaire et on nous dirait, non, il faut continuer comme ça. Au contraire, justement, pour les plus faibles, pour les plus fragiles, je pense qu'au contraire, il faut qu'on travaille sur cette question-là, qu'on ne peut pas accepter que des gens meurent comme ça. Question de bronchiolite pour les enfants, etc. Donc oui, c'est un sujet majeur sur lequel il faut agir. Ensuite, comment ? Alors, Alexis Joly est très sympathique. Je crois qu'il habite Échirolles. Moi, j'habite Le Percy, vous l'avez dit, dans le Trièves. Donc oui, prendre ma voiture pour aller travailler, prendre ma voiture pour aller faire mes courses, je sais à peu près ce que c'est. Et je connais un petit peu la problématique. Et la difficulté de me rendre dans une grande ville et dans une agglomération, effectivement, quand j'ai ma voiture qui est en critère 4, 5 et qui est polluante et qu'il faut la changer, oui, c'est une contrainte. La vraie question qui se pose là, c'est comment justement on accompagne ces populations à faire en sorte qu'elles aient d'autres alternatives. Alors oui, moi ce que je regrette, c'est que ces ZFE, je me rappelle d'une réunion, à l'époque c'était avec Nicolas Hulot quand il était venu à Grenoble, je crois que c'était 2017-2018, il y avait Christophe Ferrari, il y avait Éric Piolle, on parlait déjà de la ZFE, et qu'est-ce que disaient ces deux élus au gouvernement? Donnez-nous les moyens d'agir, parce que oui, il faut la mettre en place, mais ça coûte très cher si on veut accompagner nos populations, ça coûte à court terme, mais ça rapportera à long terme, parce que quand on agit sur la question sanitaire, c'est un gain, je dirais, global et pour l'ensemble de la population. Donc oui, il faut agir à tous les niveaux, ça veut dire sur les transports en commun. Vous vous rendez compte qu'on a failli qu'on se batte, par exemple, sur la ligne Grenoble-Venne-Gap pour qu'elle puisse perdurer? C'est quand même un comble. Oui, il faut travailler sur le RER métropolitain. On a pris du retard. J'espère que là, on va pouvoir avancer fortement. Oui, il faut accompagner sur le changement de véhicule. Mais je vais vous donner un exemple. Mon groupe, c'était pendant la loi climat. On a fait un amendement, une proposition qui est assez simple. Parce que moi, je trouve ça très mignon, très joli de dire on va changer, on va donner 10, 20 000 euros à des gens, souvent effectivement les plus aisés, qui vont passer de leur voiture à essence critère 2 pour s'acheter un joli SUV électrique. C'est très bien, ok. Sauf que ce véhicule qu'ils avaient critère 2 à essence peut encore rouler, peut encore fonctionner. Pour l'instant, il n'est pas interdit dans l'agglomération grenobloise et encore pour longtemps. Ces véhicules-là vont être broyés. Dire que c'est une aberration écologique. On avait proposé un amendement, c'est de récupérer l'ensemble de ces véhicules, critères 2 ou 3, qui peuvent encore rouler, qui sont en bon état, d'en faire une flotte à disposition des régions, qui puissent justement être mis à disposition sur les publics les plus défavorisés. Je pense par exemple aux jeunes qui doivent travailler à un moment donné, ont peut-être besoin d'un véhicule pour se déplacer, aux personnes les plus justement qui ne peuvent pas accéder tout simplement à un véhicule ou qui doivent changer leur véhicule, que via une location à très faible coût puissent permettre d'accéder à ces véhicules-là. Cet amendement, il a été voté au Sénat. Pour vous le dire, c'est quand même pas. On a réussi à le faire passer, à le faire voter. Il a été balayé par le gouvernement. Je veux dire, c'est des mesures très simples, très concrètes qu'on peut mettre en place, qui à la fois ont un effet écologique, social, puisque ça permet à des personnes d'accéder à des voitures, et évidemment sanitaire, puisque par ce biais-là, on fait diminuer également aussi la pollution, et puis je dirais la question écologique sur tout le cycle de vie d'un véhicule. Donc oui, il y a des solutions.
mais il faut s'en donner les moyens. Il faut pouvoir agir fortement. Alors c'est facile, moi j'entends les discours populistes, j'ai entendu le président du département aussi dire il faut reculer, il faut attendre. Alors oui, c'est facile, hein. Moi c'est pas ma conception de faire de la politique. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir du courage politique. Non, il faut se retrousser les manches, il faut se dire on a cet objectif-là. Oui, il faut faire baisser la pollution dans nos territoires, et notamment sur les agglomérations. Par contre, oui, il faut accompagner les gens pour changer nos habitudes, pour changer nos comportements et pour faire en sorte qu'effectivement, ça ne soit pas sur les plus faibles que ça retombe. Ce que dit Jean-Pierre Barbier, c'est effectivement de reporter de 3 ans, parce qu'on n'est pas prêt, mais il n'a pas tort. C'est dans 4 mois le début de cette ZFE. Mais Jean-Pierre Barbier dit qu'il faut reporter parce qu'on est en retard. Il me semble qu'il est président du département et pas depuis 3 mois. Donc oui, effectivement, on prend un retard, mais on a pris un retard sur tous les aspects, sur la question du déplacement. Quand je parle du RER métropolitain, quand je parle de la question de la tarification des transports, c'est maintenant une responsabilité de la région. Les transports, quand on voit, je reprends mon exemple parce que je le connais bien, Clair, Grenoble, 10,80 €. Je crois que c'est encore augmenté, je ne sais plus à combien on est, ou même 11 €, je crois, 80, pour descendre en train de Clair à Grenoble. C'est une aberration totale. Une famille de 4 à 5 personnes, évidemment qu'elle prend sa voiture. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, faire baisser ce coût du transport, ça devrait être une priorité totale. Moi, j'attends que M. Wauquiez, au lieu de s'occuper du wokisme comme il aime bien, s'occupe des vrais problèmes des gens et s'occupe justement de faire baisser ses tarifs. Je peux vous dire que le train, il sera plein, qu'il faudra en mettre plusieurs et qu'il faudra faire un vrai cadencement parce que oui, il y a un besoin, oui, il y a une attente. Donc oui, les solutions, on les a. Mais à un moment donné, il faut avoir ce courage politique. Bon, il y a Christophe Ferrari, le président de la métropole, qui prend aussi un peu de recul sur l'application stricto sensu de cette ZFE au 1er juillet. Il est en train de parler, même si la décision n'est pas encore actée, d'une ZFE du recul temporaire. Effectivement, il va y avoir besoin et nécessité d'aménagement. J'ai été, il y a 2 jours encore, en discussion avec Clément Beaune, le ministre des Transports. Effectivement, il y a eu du retard qui a été pris. Moi, ce que je dis au gouvernement, c'est donner les moyens et donner les moyens fortement aux collectivités et aux agglomérations qui s'engagent pour faire en sorte qu'elles puissent appliquer et aller vers ces objectifs. Évidemment qu'il y aura des orientations, qu'il y aura des aménagements à faire, évidemment, et qu'il ne faut évidemment pas que ça devienne punitif pour les personnes pour lesquelles, au contraire, on se bat, parce que c'est vraiment ça, au bout du compte. Donc oui, il faut cet encadrement-là, oui, il faut des moyens, mais ça ne date pas d'hier qu'on les demande au gouvernement, donc à un moment donné, il va falloir qu'ils l'entendent. Mais adapter pendant quelques temps la ZFE, ça vous paraît une bonne solution ? La rendre moins contraignante? Moi, quand on se met des objectifs, je pense qu'il faut se donner les moyens de l'atteindre, de les atteindre. Donc là, on a un objectif. On sait qu'il va falloir faire diminuer la pollution de l'air. Donc il faut mettre tout en ordre pour que ça se fasse. Si ça doit prendre 6 mois de plus, moi, ça ne me gêne pas. Si on doit peut-être trouver d'autres orientations, ça ne me gêne pas. Mais en tout cas, il faut aller vers cet objectif parce que c'est vraiment une nécessité absolue en matière sanitaire. Bon, ça gêne votre collègue Éric Piolle. Hein. Lui, il veut absolument que cette ZFE s'applique comme elle est prévue. On ne dit pas l'inverse. On dit pas l'inverse. Il trouve même qu'elle a pris du retard, puisque ça aurait dû être au 1er janvier 2023, que les 5000 véhicules critère 5 n'auraient plus le droit de circuler. Là, c'est le 1er juillet 2023. Mais les Grenoblois qui vivent dans la pollution, les enfants qui ont des bronchiolites à répétition, je pense qu'ils attendent aussi ça. Hein. Donc c'est ça qu'il faut voir. Oui, il faut y aller, il faut avancer et il faut passer outre ces problématiques, mais c'est ça aussi et c'est pour ça qu'on fait de la politique. J'ai fait un petit calcul, 5000 véhicules à changer rien que sur les critères 5 de l'agglomération. Même à 10 000 € le véhicule, on est à plus de 50 millions d'euros à investir. Alors soit c'est les particuliers qui pourront le faire, mais comme vous le disiez, c'est souvent les gens qui ont le moins d'argent, qui ont les véhicules les plus polluants. Notre proposition de réutiliser les véhicules, je la remets, mais c'est justement une vraie alternative. Parce que là, on peut récupérer énormément de véhicules et justement avoir une vraie action sociale. Affaire à suivre cette ZFE. Guillaume Gontard, normalement la métro devrait se prononcer sur la forme qu'elle prendra à partir du mois d'avril, 7 avril normalement pour le Conseil métropolitain, qui risque d'être mouvementé entre le camp des écologistes et le camp de Christophe Ferrari, qui font pourtant partie de la même famille métropolitaine. Parmi les alternatives, en tout cas la voiture, vous l'avez évoqué, il y a le train. Le 2 décembre dernier, les élus isérois, de tous bords politiques confondus d'ailleurs, étaient réunis autour de Christophe Ferrari pour signer un manifeste pour voir émerger rapidement un RER métropolitain. Alors vous étiez sur la photo, là, on vous a vu, Guillaume Gontard, aux côtés notamment de Cyril Châtelain.
il manquait quand même quelqu'un sur cette photo, et pas le moindre élu, j'ai envie de dire. Le maire de Grenoble, oui. Oui, Alors, évidemment, il manquait peut-être sur la photo, mais je pense qu'il ne manque pas en termes d'action et de mobilisation, justement pour ce RER métropolitain. Je pense que c'est même un des premiers à avoir plaidé justement pour ce RER métropolitain et pour travailler sur les mobilités à l'échelle de Grenoble, mais bien au-delà. Là, c'est vrai que c'était les présidents d'intercommunalités, parlementaires, etc., qui étaient invités pour cette mobilisation. Oui, il y avait quelques maires, il y avait le maire de Gers, il y avait le maire de Vorep. Oui, mais je pense qu'ils étaient là en tant que représentants de la métropole. Mais ça vous a pas choqué qu'il n'y ait pas Éric Piolle? En tout cas, moi je trouve que Éric Piolle a déjà montré tout son intérêt et je dirais toute sa mobilisation. Et je pense que si on veut que le RER métropolitain grenoblois, et je dirais au-delà même de la cuvette grenobloise, se fasse rapidement, on aura besoin vraiment de tout le monde. Donc moi je pense que oui, c'est très large, que ça aille de Christophe Ferrari à Éric Piolle avec l'ensemble des élus. C'est comme ça qu'on pèsera, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je vous dis encore, il y a 2 jours, j'étais avec Clément Beaune, on a eu une longue discussion, et effectivement sur la question du RER métropolitain, et je l'avais sollicité d'ailleurs pour ce sujet-là. Forcément, la mobilisation grenobloise, de montrer qu'on est prêt, qu'on est là, qu'on a à la fois les infrastructures, qu'en gros on a juste besoin d'une impulsion à la fois politique et financière pour pouvoir y aller, oui c'est important, et je peux vous dire que c'est entendu. Je sais qu'Éric Piolle, juste avant, avait aussi été reçu par Clément Beaune, le ministre du Transport. Donc je veux dire, à chacun à nos niveaux, je peux vous dire qu'on y va, qu'on se mobilise. Et je pense, en tout cas, j'imagine qu'il y aura des annonces assez rapidement. Il était annoncé 10 projets à l'échelle nationale de développement des RER métropolitains. Et je pense que celui de Grenoble sera en très bonne place, grâce justement à l'action de nos élus. Alors, je ne doutais pas de la motivation d'Éric Piolle de défendre le RER métropolitain. Je pointais simplement du doigt peut-être l'incapacité des élus locaux à former une union sacrée sur ce projet, à travailler ensemble. En tout cas, moi, franchement, sur ce sujet-là, et de la même manière, j'ai parlé de la ligne Grenoble-Vengap, mais je peux parler aussi des travaux qu'on a pu avoir de Grenoble à Lyon. Je pense qu'au contraire, il y a une unité politique qui est très forte et c'est pour ça qu'on gagne ces combats-là. Et de la même manière sur le RER métropolitain, on gagnera parce qu'on est unis, parce qu'on est soudés et que c'est dans l'intérêt évidemment de la ville de Grenoble, c'est dans l'intérêt de la métropole et c'est dans l'intérêt des territoires voisins à la métropole grenobloise. Donc oui, il faut y aller, il faut être soudé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça dont je sais qu'on arrivera au résultat qu'on souhaite. Alors, il faudra être soudé aussi avec la région, qui a un rôle majeur sur l'organisation du transport. Qui effectivement, pour le coup, pour moi, peut-être la vraie division, elle est peut-être là. Très difficile de communiquer avec la région sur ces sujets-là. On a des contrats de plan État-région. La région est un élément majeur en matière de financement. J'ai pu en parler encore avec Clément Beaune. C'est vrai qu'on attend toujours un peu, je dirais, des orientations claires, une visibilité par rapport à ce que souhaite faire la région sur l'ensemble des territoires, sur sa stratégie aussi. Et oui, on a besoin peut-être de messages beaucoup plus clairs en matière de transport et de mobilité de la part de la région. Alors, la région qui a permis la réouverture le 11 décembre dernier de la ligne Grenoble-Gap. Pas que la région, je veux dire, parce que vous savez que sur la ligne Grenoble-Vengap, on a l'État et on s'est battu pour avoir 10 millions. On a la région qui a mis un peu moins de 10 millions. Non, c'est 35 millions, c'est le total. A mis un peu moins de 10 millions. Il y a le département de l'Isère, il y a la métropole grenobloise, jusqu'à la petite communauté de communes du Diois qui a mis, je crois, 5 000 € pour faire partie quand même, symboliquement, pouvoir dire. Donc je peux vous dire que ça a été vraiment un ensemble de toutes les collectivités. Et je dirais que la région, c'est quand même sa compétence, donc qu'elle mette au moins autant que l'État, je dirais que c'est un minimum. Elle a permis en tout cas de réouvrir cette ligne qui avait été fermée, je crois, pendant 2 ans. La population s'était mobilisée à l'époque, vous aussi d'ailleurs. Vous aviez rencontré, je crois, Jean-Baptiste Djebbari, qui était le ministre des Transports de l'époque. Et Elisabeth Borne à l'époque, qui a été également ministre des Transports. Elle avait tenu ses promesses sur ce sujet? En tout cas, Elisabeth Borne, je me souviens de la discussion qu'on avait pu avoir. Elle me disait, non, mais votre ligne, là, elle transporte 90 personnes par jour. Bon, elle avait juste oublié un 0.
Et donc, on peut très bien la remplacer par des bus. Et puis voilà. Et donc, je lui avais un petit peu expliqué que c'était pas tout à fait ça. Je lui avais un petit peu expliqué l'intérêt que pouvait avoir cette ligne structurante sur des territoires et sur des territoires ruraux, le lien justement avec la métropole. Et je pense que oui, petit à petit, elle a quand même compris, notamment grâce au collectif citoyen, grâce à l'action des élus, justement grâce à cette unité, de se dire, ah oui, non, il y a quand même derrière ça une utilité. Ce qu'on a gagné à travers ce financement, c'est de dire, oui, cette ligne, on y tient, on la veut, et donc du coup, on fait un premier pas de financement. Maintenant, on attend le reste des financements et surtout le développement à travers cette ligne. Le RER métropolitain en est une, parce qu'il faut maintenant du cadencement, il faut travailler sur les tarifs, il faut travailler sur une offre de service qui soit supérieure et notamment aussi sur la question touristique. Je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur la question du fret. Il faut aussi qu'on travaille sur d'autres types de services. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais lycéen, dans ma commune du Percy, il y avait la gare du Percy. On se mettait devant la voie et on levait la main et le train s'arrêtait. Et quand on montait dedans, on demandait au contrôleur de nous arrêter. Ça marchait, ça fonctionnait, c'était possible et ça permettait justement, moi j'allais à pied pour le coup, de chez moi jusqu'à Grenoble. J'ai vu qu'en Allemagne, ils étaient en train de remettre justement ces arrêts de train comme ça à la main levée. Donc je me dis qu'il ne faut rien s'interdire et il ne faut surtout pas s'interdire de réouvrir des gares, de retravailler en fait notre aménagement du territoire en fonction de ces lignes structurantes. Bon, l'avenir de la planète passera par le développement de ce type de transport, passera aussi par la maîtrise de la production énergétique. Il y a une loi sur les ENR qui est en cours d'adoption dans les chambres parlementaires. L'idée générale, c'est de booster le développement des énergies renouvelables en raccourcissant les délais de procédure, notamment. C'est une bonne chose, c'est une loi que vous avez soutenue, celle-là. C'est un texte qu'on a particulièrement travaillé, alors qui vient d'être voté définitivement à l'Assemblée nationale. On va le voter la semaine prochaine au Sénat. Nous, on a décidé de s'abstenir sur cette deuxième lecture. On avait voté en première lecture au Sénat, nous, le groupe Écologie, Solidarité et Territoire, pour. On avait, je crois, une trentaine d'amendements qui ont été adoptés et qui sont venus enrichir cette loi. Et on avait donné ce signal au gouvernement en disant, voilà, on a une loi qui est intéressante, on est venu l'enrichir. On a aussi permis qu'il n'y ait pas trop de dérives à droite, notamment il devait y avoir un droit de veto des maires sur l'implantation d'éoliennes ou d'autres types d'ENR. On a réussi à recadrer ça, sauf que le gouvernement n'a pas entendu réellement ce signal et puis, je dirais, est peut-être un peu revenu en tout cas sur sa copie à l'Assemblée nationale avec un texte qui est particulièrement mitigé. Alors oui, ça va... C'est mieux, je dirais, ça va du bon côté. Mais en tout cas, sur les besoins qu'on peut avoir en matière d'énergie renouvelable sur notre territoire, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Moi, je veux bien. On me dit, on va résoudre, on va faire des EPR. Le nucléaire va nous sauver. Faire un EPR, le seul EPR qui est en construction actuellement, les études ont commencé en 89. Aujourd'hui, il n'est toujours pas en activité et on ne sait pas quand est-ce qu'il le sera. Donc, s'il faut attendre 20 ou 30 ans, je pense qu'on a du souci à se faire. L'avantage des ENR, c'est qu'on peut très rapidement produire de l'électricité. De toute façon, du nucléaire, on est déjà à 70% de production. Mais qu'il faut booster énormément le nucléaire. Et qu'est-ce que vient de nous envoyer comme message le gouvernement? Parce que dans le même temps, on a voté une loi sur justement le nucléaire. C'est de dire, on enlève le plafond qui était d'arriver à 50%, de baisser la production de nucléaire à 50%. Et donc, a fortiori, c'est de dire en fait, les ENR, c'est du gadget, on en mettra un petit peu comme ça, mais en tout cas, nous, notre orientation, c'est d'aller vers du 80%, voire 100% de nucléaire. Ça, c'est pas acceptable. Si on est dans la situation actuelle, c'est parce qu'on a mis nos œufs dans le même panier. Moi, j'ai un peu un sens paysan, on m'a toujours dit ça, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Là, avec le nucléaire, c'est exactement ce qu'on a fait. On est le seul pays à avoir fait ça, alors qu'il faut qu'on rééquilibre notre mix énergétique. Et ça, je dirais, tout le monde le dit. Il faut évidemment rééquilibrer, effectivement, aller vers ces 50% de nucléaire, booster énormément nos énergies renouvelables. Et ce n'est pas à travers ce texte-là qu'on y arrivera. Donc je pense que oui, il faut le financement. Dans ce texte, il nous manque toute la part financière. Il nous manque aussi quelque chose qui est particulièrement important et qui me tient à cœur. C'est toute la question de l'industrie et toute la question de la filière. C'est-à-dire que sur la partie solaire, sur la partie photovoltaïque, oui, on va développer. Il y en a des marchés de plusieurs milliards pour l'achat de panneaux photovoltaïques.
Là, actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Ces milliards vont aller directement en Chine, alors qu'on a les capacités sur notre territoire. Alors quand je dis sur notre territoire, c'est sur notre département. Les capacités de fabriquer, on a une entreprise Photowatt qui était encore la dernière, il y a 2 ans, à fabriquer totalement de A à Z des panneaux. On a arrêté maintenant, elle fait ses plaques de silicium, elle les envoie en Chine et ils reviennent. C'est quand même une aberration totale. On a des usines Ferropen, que ce soit en Isère, c'était en Savoie, ça vient de fermer, qui savent extraire du silicium et en tout cas produire du silicium, notamment pour le photovoltaïque. Si on n'est pas en capacité d'avoir une véritable filière sur le photovoltaïque en France et en Europe, je pense qu'on aura tout perdu. Donc moi, je demande aussi au gouvernement de se tourner sur cette question-là et sur cette question industrielle dans notre pays. Alors, il y a une autre filière que vous souhaitez développer, notamment ici en Isère, c'est la culture du chanvre. Alors, ça peut paraître étonnant. C'est quoi la stratégie? C'est tout simple, mais ça fait partie encore pour vous montrer que les écologistes, à la fois la question industrielle, à la fois de travailler sur l'économie, ça nous connaît. En tout cas, moi, ça m'intéresse particulièrement et que je me dis que le chanvre, tout simplement, c'est de se dire on est un territoire, on est un département qui était historiquement, la culture du chanvre, elle était là. Sur ma commune, on a une missive, je crois, de Louis XIV qui réquisitionnait du chanvre pour les voilages des bateaux. Et donc, c'est se dire qu'on a une plante qui est assez formidable, qui nécessite très peu d'eau, qui ne nécessite pas d'intrants, qui peut intervenir dans les rotations de culture, c'est-à-dire qu'on ne vient pas remplacer une culture, mais qui peut venir sur ces rotations de culture. Et en discutant avec des agriculteurs, notamment François Cholat à Morestel, qui avaient ce besoin-là, cette réflexion-là en termes de rotation des cultures, sur les zones de captage, par exemple, les captages d'eau, où on ne peut pas mettre, où évidemment il ne faut pas de produits phytosanitaires, ça peut être une belle alternative. Et derrière, cette plante, elle a des utilisations diverses, que ce soit sur la question de la rénovation thermique des bâtiments, et notamment avec l'isolation, puisqu'on peut travailler sur l'isolation, sur la question des bioplastiques, sur la question des vêtements, tout un développement industriel qui peut se réfléchir à travers ça, sur la question du bien-être, des produits cosmétiques, et notamment avec le CBD. Et donc, on avait déposé une résolution au Sénat qui permettait pour dire au gouvernement: penchez-vous sur cette question du chanvre pour faciliter à la fois son développement sur les territoires, son développement industriel et notamment sur la question du CBD qui, je dirais, est à la mode en ce moment, à la fois l'encadrer mais permettre son développement, parce qu'on est des entreprises comme par exemple Naturamol à Susville sur notre département qui n'attend que ça, qui attend un cadre réglementaire. Je peux vous dire que c'est au Sénat, c'est bien au Sénat, où on peut se dire parfois un petit peu en retard sur ces questions-là, cette résolution que j'avais proposée, elle a été votée. Et donc, c'est un message très fort donné au gouvernement pour justement pouvoir développer cette filière. Le chanvre, c'est aussi la plante qui permet de produire le cannabis. Europe Écologie Les Verts est favorable à la légalisation du cannabis en France. Alors, vous ne faites pas partie d'Europe Écologie Les Verts, donc vous n'avez peut-être pas le même avis qu'eux sur le sujet. Ah si, totalement. Même si moi, je ne fais pas le lien. Je veux dire, le chanvre qui est planté, qui est cultivé, n'a pas justement de THC, enfin en tout cas de substances psychotropes. Et donc, il faut bien faire la part des choses. Mais la question du cannabis est une question, encore une fois, une question sanitaire, je dirais, de premier ordre. Moi, encore une fois, je suis assez pragmatique, assez terrien, et je regarde les choses. Et quand je regarde la politique du gouvernement, de ce gouvernement-là, mais je dirais, on peut remonter dans les décennies, sur la question justement du cannabis et du trafic de stupéfiants, avec tout ce que ça peut générer, à la fois en problèmes sanitaires, en problèmes de sécurité, est-ce que les politiques qui sont mises en œuvre fonctionnent? Moi, s'il y a quelqu'un qui me dit droit dans les yeux, oui, ça fonctionne, il faut continuer, voilà, soyons raisonnables. On connaît la problématique sur Grenoble, mais on le connaît dans toutes les grandes villes, et c'est en train de gangréner même des zones rurales. Donc oui, il y a un vrai enjeu de sécurité, et qu'on voit bien que de mettre des peines, d'avoir des gendarmes ou des policiers qui passent leur temps à mettre des procès-verbales parce que quelqu'un fume dans la rue, etc., le temps qui est pris pour ce type d'affaires, alors qu'on ne s'occupe pas justement des véritables trafics, je pense qu'effectivement, il faut regarder, ça ne fonctionne pas, mettons tout sur la table, et effectivement, la question de la légalisation, de l'encadrement, en tout cas, de la consommation de cannabis me paraît évidente pour pallier à l'ensemble de ces problèmes, et évidente d'une manière sanitaire. Pourquoi on n'a aucune politique sanitaire sur la consommation du cannabis qui fait de vrais dommages chez les plus jeunes? On est le pays le plus gros consommateur, et le plus gros consommateur chez les plus jeunes.
Donc je pense qu'on peut acter l'échec de notre politique en la matière. Et pourquoi, par exemple, sur le tabac, pourquoi sur l'alcool, on peut avoir des politiques sanitaires? Pourquoi on a réussi à faire diminuer la consommation du tabac? Justement parce que sa vente est légalisée, est encadrée. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à la même chose pour pouvoir à la fois encadrer, pour pouvoir avoir une vraie politique sanitaire, et puis surtout permettre à notre police de s'occuper des véritables problèmes. Bon, Guillaume Gontard, on approche de la fin de l'émission. Vous approchez aussi de la fin de votre mandat, puisque les prochaines élections en France, ce seront les sénatoriales. Alors, comme vous le disiez, elles ne concernent pas directement le grand public. On en parle moins, mais c'est prévu en septembre. Est-ce que vous serez candidat à un second mandat ? Oui, c'est pas une surprise. Comme je disais, moi, je suis pas un collectionneur de mandats, mais c'est vrai que un mandat de parlementaire, enfin en tout cas de sénateur, c'est 6 ans. Ça peut paraître long, mais le temps de se mettre dans la fonction, d'engager des choses. On en a passé un certain nombre sur la question notamment des filières. Ça demande, du coup, il y a l'envie de poursuivre. Moi, j'ai encore, je pense, des choses à apporter. Donc voilà, j'ai évidemment envie de poursuivre cette aventure. Et puis, même si, c'est un parlementaire, c'est une aventure collective. Je l'ai dit, moi, à travers mon comité sénatorial. Et moi, j'ai envie de poursuivre cette aventure collective, faire en sorte qu'on soit 1, 2, voire 3 sénateurs de notre sensibilité gauche et écologiste pour qu'on puisse travailler ensemble sur l'ensemble du territoire et du département, parce que je pense qu'on peut vraiment apporter beaucoup de choses. On le fait déjà avec l'arrivée de nouveaux députés, que ça soit Elisa Martin, Cyrielle Châtelain, Jérémy Yordanov, Marie-Noëlle Battistel qui était évidemment là, mais de pouvoir travailler ensemble, c'est un grand apport. Et donc moi je souhaite poursuivre et pouvoir permettre justement qu'on soit un peu plus nombreux au Sénat. Alors aujourd'hui, il y a 5 sénateurs en Isère, et le mode de scrutin, c'est les élus isérois qui vont choisir leurs 5 futurs représentants. Ça représente un peu plus de 3000 votants. On les connaît, ces votants. On connaît aussi pour une partie leur orientation politique. Donc j'imagine que vous avez fait vos calculs. Vous savez ce que ça peut donner en septembre On ne sait jamais, je veux dire, ça, quoi qu'il en soit, même si une élection particulière, ça reste une élection. Donc moi, c'est la démocratie. Les écologistes vont voter pour c'est la démocratie. Après je dirais, le poids politique dans le corps électoral, c'est-à-dire les grandes villes, etc., c'est la moitié du corps électoral. L'autre moitié, ce sont les petites communes, donc ça laisse une bonne marge de manœuvre. Et c'est là d'ailleurs où les choses se joueront, que ce soit pour moi ou pour les autres. C'est à la fois le travail qui a été réalisé pendant ces 6 années, qu'évidemment il faudra mettre en avant. C'est montrer aussi ce qu'on peut poursuivre et ce qu'on peut avancer. Montrer aussi l'importance d'avoir des voix différentes aussi au Sénat et d'avoir des voix cohérentes. Ça, c'est ce qui me paraît important, c'est-à-dire que ce qu'on dit ici, ce qu'on dit sur les territoires, a une cohérence avec ce qu'on vote au Sénat et à l'Assemblée nationale. Parce que ça me paraît important. Et souvent, on voit même des grosses divergences. Je veux dire, quand on vient en tant que parlementaire manifester ou s'offusquer parce qu'il y a un service public qui ferme, parce que la trésorerie est en train de fermer, mais qu'en même temps, on vote un contrat d'objectif de 120 000 fonctionnaires en moins, à un moment donné, soyons un peu logiques. Je veux dire, si on veut moins de services publics, si on veut moins de fonctionnaires, oui, on le retrouve sur les territoires et on le retrouve sur la disparition des services publics. Donc voilà, un peu de cohérence, et moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter. Il y aura une liste sénatoriale unie pour la gauche iséroise, comme ça a été le cas au départemental, comme ça a été le cas aujourd'hui. La gauche qui se trouve réellement à gauche avec les écologistes, évidemment, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. La France Insoumise. On a toujours continué à travailler ensemble. Moi, actuellement, je travaille avec le Parti communiste, avec Europe Écologie Les Verts, avec Génération, avec la France Insoumise, qui font également, en tout cas, on a des représentants dans notre comité sénatorial. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je dirais d'élargir, évidemment, à partir du moment où on se retrouve sur ces idées, sur ces actions qu'on a à mener, et on voit bien qu'on a besoin d'être encore plus nombreux, et que un groupe au Sénat, c'est important, un groupe encore plus fort, c'est encore plus important. Qui sera le deuxième candidat de la liste, puisque c'est une liste de 5 noms et que le premier. Alors pour l'instant, on est loin d'avoir défini des noms. Par contre, on sait très bien déjà la structure de la liste. Effectivement, une répartition à la fois géographique. Il sera bien temps, en tout cas, de présenter l'ensemble de la liste avec des personnes et des visages sur cette liste. Mais ça se fera de manière à la fois
facile, rapide, parce que, je dirais, on est déjà en ordre de bataille. Bon, à suivre donc au mois de septembre, élection en 2 tours, les sénatoriales, hein, comme pour les autres. Non, c'est un seul tour. Bah oui, parce que c'est à la proportionnelle. Oui, c'est à la proportionnelle. Donc on aura le verdict sans trop attendre. Merci Guillaume Gontard. J'ai encore d'autres sujets à aborder, mais on arrive au bout de cette émission. On a même dépassé un petit peu le timing. La semaine prochaine, on recevra Servan Hugues, qui est une jeune parlementaire, députée de la première circonscription de l'Isère depuis le mois de juin, même juillet, puisqu'elle a pris la suite d'Olivier Véran. Elle vous allez lui poser une question, pardon, si je le fais dans l'autre sens, ça ne va pas fonctionner, et elle vous répondra sur ce plateau. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et lui poser la question. Eh bien, bonjour, Servan Hugues. Moi, j'avais une question assez simple. C'est vrai qu'on a une situation en France, et je dirais encore peut-être plus forte même sur notre département et notamment à Grenoble, sur la question de la santé, sur la situation de notre hôpital public, sur la situation de la santé, mais je dirais sur l'ensemble des territoires et des territoires ruraux, sur des déserts médicaux. Moi, je le vois dans tous mes déplacements, un effondrement de notre système de santé, 17 000 lits fermés depuis 2017. Et donc, voilà, c'est un échec de cette politique. Alors, il y a 5 ans, on nous disait c'est les autres. 5 ans après, à qui la faute, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est la faute à cette politique ultralibérale. Et donc, je voulais savoir quelles sont les actions, quelles sont les orientations. Allons-nous avoir un vrai plan hôpital, santé proposé par ce gouvernement? En tout cas, je pense qu'il va falloir changer le braquet. Donc, j'aimerais avoir des précisions sur cette question-là. Merci. Eh bien, merci aussi Guillaume Gontard. Servan Hugues vous répondra, j'ai dit la semaine prochaine, mais ce sera le week-end du 17 février, une petite semaine de vacances de février entre les deux. Donc on va faire une petite pause sur ce plateau. Merci en tout cas d'être venu. Et puis le QG, vous pouvez le retrouver en ligne sur telegrenoble.net, où chaque semaine, le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h.